Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Tandis que tous se demandent si leur performance de bons parents doit s'adosser à la permissivité, à la bienveillance, au laxisme, à la cool attitude, aux règles strictes et aux repères ordonnés. Je vous le dis, la seule façon d'être parent est d'arrêter de jouer à l'être, de se croire obligé de cadrer, corriger, bienveiller ou je ne sais quoi. Voyez vos enfants comme ces êtres uniques avec qui vous entretenez une relation exceptionnelle d'amour et de partage. Voyez ces moments ensemble comme une chance. Arrêtez de jouer un rôle et arrêtez de vouloir que vos enfants en jouent un. Et la seule façon de vivre de manière authentique. Le reste n'est que commentaires, produits, techniques, fiches, recettes et demeure parfaitement inutile. Ce texte est de Thierry Pardo. Il est l'invité du podcast Entre là aujourd'hui. Chercheur, professeur d'aïkido, père de 2 garçons, Thierry s'intéresse depuis longtemps à l'éducation hors des murs de l'école. Il a écrit de nombreux livres qui sont mentionnés dans la description de cet épisode, parmi lesquels « Au nom du pire »,« Quelques instants d'éternelle errance »,« De la piraterie en éducation »,« Seul pour apprendre » et dernier en date, « Mon petit livre de cuisine libertaire » aux éditions Le Hêtre Myriadis. Les éditions Le Hêtre Myriadis sont dirigées par Daliborka Milovanovic, que j'ai interviewé pour vous dans les épisodes 12 et 13 du podcast Entre là. Thierry Pardo a mis en place une formation en ligne, la piraterie éducative, pour accompagner les parents. Après avoir exploré la pédagogie sociale hors les murs avec Laurent Hoth, je vous invite aujourd'hui à découvrir l'apprentissage hors les murs avec Thierry Pardo. Avant de laisser se présenter, je vous cite encore quelques phrases récentes qui sont de lui aussi. Je crois que nous atteignons la maturité dans nos actes éducatifs lorsque la seule présence, même silencieuse, suffit à inspirer un climat de respect mutuel et de confiance. On incarne alors une forme de sérénité rassurante et on peut accéder à la simple joie d'être ensemble, de vivre des moments de partage dans lesquels chacun donne et reçoit ce qu'il est prêt à donner et à recevoir. On se quitte alors bons amis en espérant la prochaine rencontre. Tout ce qui parasite, ralentit, empêche, cette simple présence joyeuse et sereine doit être tenue à distance. Car rien n'est plus important que la qualité de la relation. Sans elle, rien n'est possible. Chers auditeurs, cet épisode avec Thierry Pardo et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute, Entre là. Bonjour Thierry, je te remercie beaucoup d'être avec nous sur le podcast Entre là aujourd'hui. Bonjour Gaël. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, d'apprentissage, de comment on apprend en fait beaucoup plus naturellement qu'on le croit, comment l'apprentissage est quelque chose de beaucoup plus joyeux que ce qu'on a pour la plupart d'entre nous vécu. On va commencer maintenant par les apprentissages naturels, en fait, voir un peu ce que c'est. On va parler de ton voyage, peut-être de tes différents métiers et puis de ce qu'on peut faire de l'école ou de pourquoi elle est adaptée ou pas, peut-être à la fin. On va suivre en fait la discussion qui nous vient. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais te présenter pour qu'on fasse tous connaissance ? Et oui, c'est toujours un exercice un peu difficile, mais disons qu'en gros, je suis chercheur indépendant, chercheur associé à l'UQAM. Je suis docteur en éducation. En ce moment, je fais une maîtrise, un master, comme on dit en bon français, en géographie. En plus, juste comme ça. Puis sinon, je suis professeur d'aïkido, papa de 2 garçons qui sont allés à l'école très tard, 12 ans. Et puis voilà. Puis je suis auteur aussi, auteur conférencier. J'ai l'habitude de parler un petit peu d'éducation à travers la francophonie, donc depuis une dizaine d'années au moins maintenant. Alors, comment est-ce qu'on apprend
C'est quoi un apprentissage naturel et pourquoi c'est naturel un apprentissage? Ah ben, en fait, pour le dire de façon très basique, c'est qu'on ne peut pas ne pas apprendre, en fait. C'est très difficile de ne pas apprendre. Tu sais, si demain je décrète, bon, demain on se dit un truc, c'est la journée où tu n'apprends rien. Demain, je veux que, d'accord, c'est la consigne, tu n'apprends. Ouais. Tu vois, en fait, tu vois, quand tu le prends dans ce sens-là, on comprend que c'est presque ridicule de poser la question autrement. En fait, en fait, tu ne peux pas ne pas apprendre. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que l'apprentissage est quelque chose de très intime. C'est quelque chose d'extérieur à toi, que tu vas faire entrer à l'intérieur de toi et qui va modifier. Ça vient pas s'accumuler comme des couches, en fait. Hein, ça vient, c'est comme une soupe et là tu rajoutes un ingrédient. Donc ça vient changer le goût de toute la soupe, en fait, à chaque fois. Et donc chaque expérience qu'on vit n'est pas une expérience de plus, c'est une expérience de mieux, en fait. Donc quand tu rajoutes du sel dans la soupe, il n'y a pas une couche de sel, c'est toute la soupe qui est plus salée, quoi. Et donc, voilà. Et pour laisser entrer cet apprentissage-là, il a besoin d'une émotion. La plus puissante étant la joie, en fait. La peur aussi, ça marche. Hein, je veux dire, si tu prends une gifle à chaque fois que tu dis un gros mot, ben, tu vas apprendre à plus en dire. Tu sais, on comprend. Mais disons que celle qui s'inscrit le plus fondamentalement, positivement dans la personne, c'est la joie. Et donc, quand on réalise quelque chose, on participe à je sais pas quoi, une expérience collective ou un spectacle, et que là, d'un coup, on ressent l'émotion, la joie, là, donc s'inscrit en nous des choses très. Tout le monde a fait cette expérience-là. Hein, je veux dire, par exemple, il y a des gens qui ont facilement la mémoire du ventre, par exemple. Tu te dis, ah, tu te souviens quand on est allé à tel endroit? Ah non, je me souviens pas. Mais si on avait mangé tel truc, et là, ah oui, c'était bon, etc. Et là, d'un coup, hop, il y a quelque chose qui revient. Et donc, l'apprentissage est lié à une émotion, s'inscrit assez naturellement. Il y a tout un tas de savoirs paysans, de savoirs autochtones, je m'intéresse beaucoup depuis longtemps dans ces questions-là, où justement les gens ne savent pas qu'ils savent, en fait, parce que ils apprennent tellement naturellement que si tu leur poses la question de mais comment tu sais, qu'est-ce que tu sais, comment tu le sais, etc., ils savent pas quoi répondre. Allez voir un paysan, un montagnard, un berger, un touareg. Si vous lui posez la question brute en disant qu'est-ce que tu sais, fais-moi l'inventaire de tes savoirs, etc. Ils n'en ont aucune idée, en fait. C'est très compliqué. Parce qu'ils ont appris naturellement et sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment le théoriser. Alors, finalement, ces processus-là que tout le monde connaît par cœur, en fait. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un Inuit ou un Touareg, ou je veux dire, n'importe qui se souvient de ce qu'il a appris au jardin avec son grand-père, en voyage avec ses parents, ce qu'il a appris à telle occasion, bon, etc., etc. Donc, on le sait, tout ça. Il n'y a personne qui revient d'un voyage de 3 semaines en Inde et quand il revient, on lui dit ah ben alors du coup, s'il n'y a pas eu de dispositif d'enseignement, je pars du principe que tu n'as rien appris. Et tout le monde trouve ça ridicule. Voilà, donc en fait, je parle de trucs que tout le monde sait par cœur, en fait. Hein. Il y a rien de nouveau dans ce que je dis. Tout ce que je dis là, tout le monde le sait, en fait. C'est simplement qu'on s'est fait parasiter par l'institution et par la volonté d'enseignement. Et là, c'est autre chose. Là, on est dans notre monde. Ouais, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on entend souvent ça, en fait, quand une famille prend une année sabbatique ou quand on dit, à un moment donné: «Tiens, même si les enfants sont scolarisés, là, on va partir quelques semaines», on dit: «Oh, mais il va rien apprendre, mais il va faire les apprentissages» et puis, alors qu'en fait, si, il va apprendre plein de choses, mais il ou elle, mais complètement autre chose et on a ça aussi, notamment en France avec, les histoires de tranches d'âge, tu vois? En disant mettre entre 5 et 7 ans, c'est un peu des choses qu'on a gardées, qui sont un peu vraies, mais pas complètement. C'est l'âge où on doit apprendre, parce qu'il y a une période sensible et puis du coup, faut absolument apprendre à lire. Moi, je vois des collègues qui ont une trouille, dingue là et j'étais vraiment étonnée et je leur ai dit: «Mais en fait non, enfin quand ton enfant il a envie d'apprendre, il va apprendre, naturellement, mais faudrait juste lui laisser le temps d'avoir l'envie, puis ça va venir comme le reste parce que c'est pas plus compliqué qu'autre chose». Mais Donc ouais. Moi, j'avais fait une lettre que j'avais mis ça sur Facebook à une époque où c'était une lettre ouverte à l'inspecteur d'académie et qui disait
Il disait voilà, je m'inquiète un peu parce que ma mère qui a 64 ans et se met au tricot, elle ne fait que 12 mailles par minute alors que sa collègue en fait 6 par minute. J'ai peur qu'elle prenne du retard parce qu'il me semble que le tricot c'est 64 ans. À 66 ans, tu as déjà un certain retard. Et que si un jour elle veut se mettre à la dentelle, eh ben, je sais pas si elle aura les bases, etc. Mais tu vois, c'est qu'en fait, dès que tu décales un peu, tu vois la question. Oui. Ça devient idiot, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des peurs qui ont aucun sens, en fait. On peut très bien apprendre le thaïlandais à 70 ans parce qu'on est tombé amoureux d'une thaïlandaise. En fait, je veux dire, il y a aucun, il y a pas de restriction. On n'arrête pas d'apprendre, en fait. Donc, un enfant qui sait lire à 3 ans, c'est tout à fait normal. Et un enfant qui ne sait pas lire à 9 ans, c'est tout à fait normal. Il faut juste se le dire comme ça, en fait. Et que l'enfant, il va apprendre à lire parce qu'on est dans un monde où tous les jours, il voit des mots écrits. Tous les jours, peu importe son environnement, s'il habite en France ou au Québec, tous les jours, que ce soit sur un écran, que ce soit dans la rue, que ce soit au magasin, que ce soit n'importe où, il voit des mots écrits. Ce serait quand même le diable qui finisse par ne pas apprendre à lire, en fait. Oui, d'ailleurs, moi j'ai appris comme ça quand j'étais petite. À force de dire c'est écrit quoi, c'est écrit quoi. Tu lis des publicités, tu lis des... Et voilà, donc, si tu veux, dans cet environnement-là, c'est plus dur de ne pas apprendre que d'apprendre. En fait. Voilà. Donc c'est ça. Et alors après, c'est parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre les processus d'apprentissage qui sont liés à la participation qui a du sens, à une vie qui a du sens. Ça, c'est les processus d'apprentissage. Et les dispositifs d'enseignement. Si on ne fait pas la différence, alors on est toujours mêlé, en fait. On est toujours perdu. Par exemple, en tout cas dans le monde que l'on connaît, marchand, capitaliste, industriel, etc., un des objectifs des grands possédants, en fait, c'est d'essayer d'invisibiliser les intérêts contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans une usine, il va y avoir des intérêts communs entre le patron et l'ouvrier, si je prends une caricature. Exemple, que l'air soit sain, que les ouvriers respirent un air qui est sain. Ça va arranger le patron parce que du coup, les ouvriers ne seront pas malades et ça va arranger l'ouvrier parce qu'il ne sera pas malade. Donc, il y a des intérêts communs. Mais il y a des intérêts contradictoires. Par exemple, la distribution du salaire, la distribution du pouvoir, les horaires, les vacances, etc. Ça, ce sont des intérêts contradictoires. Et donc, il y a eu tout un travail de sape pour essayer de faire penser qu'il n'y avait pas d'intérêt contradictoire. On est tous dans le même, voilà, vous n'êtes pas des employés, vous êtes des associés. Il y a tout un vocabulaire qui masque le truc. Et ce vocabulaire-là, en fait, l'école, évidemment, n'est pas l'espèce de sanctuaire qui aurait échappé à la société capitaliste, etc. Alors, on va développer tout un vocabulaire pour faire croire qu'entre l'apprentissage et l'enseignement, il n'y a pas d'intérêt contradictoire. Donc, on va plus parler de discipline, on va parler de vivre ensemble, on va plus parler d'autorité, on va parler de projet, etc., etc. Et donc, d'auto-évaluation, etc. Alors, finalement, le dispositif hiérarchique, le dispositif d'enseignement, le dispositif qui donne des mots de retard, qui a des directeurs, qui a des consignes, qui a des évaluations, qui a des notes, etc., tend à se fondre comme une sorte de normalité au service de l'enfant. Mais ce sont des intérêts contradictoires. Par exemple, je prends un exemple, en tout cas pour les gens qui ont des réseaux sociaux, Facebook et autres. Il y a une vidéo qu'on a vu passer souvent, en tout cas moi j'ai vu passer souvent. C'est une prof, une institut là, qui accueille ses élèves en faisant pour chaque enfant une espèce de rituel. Ils tapent dans les mains, ils dansent, ils sont câlins. À chaque enfant, une attention différente. Et là, les gens disent ah mais c'est génial, cette prof, c'est super ce qu'elle fait, elle accueille chacun des enfants, des élèves de façon individualisée, en faisant un rituel de complicité, c'est parfait. Donc, ça, c'est le dispositif d'enseignement. Quand tu penses comme un enseignant, tu trouves ça génial. Quand tu penses comme un enfant, tu te dis que pour être là à 7h42 tous les matins pour le fameux rituel, cette prof ne sait pas sur quelle guerre
repose sa paix, en fait. Ça veut dire qu'il y a eu dans les familles, allez, lève-toi, allez, maintenant, dépêche-toi, finis tes céréales, allez, embarquez, tu vas en retard, tu vas être en retard, etc., etc. Et donc là, elle se retrouve face à une ligne de public captif, contraint sur les horaires, et c'est bien beau de jouer le grand seigneur, la personne cool, face à un public captif qui est obligé d'être là, tu vois. Et voilà, à qui on a forcé de se lever alors qu'il avait sommeil, qu'on a forcé de manger alors qu'il n'avait pas faim, etc. C'est facile de faire le malin, tu vois, en disant, regardez comme je suis cool. Mais c'est pas ça être cool. Les enseignants ne peuvent jamais réellement savoir s'ils sont cool, vu que c'est un public captif. Moi, je donne des cours d'aïkido, si les gens ne sont pas contents, ils s'en vont. Ils ne sont pas captifs. Ils ne sont pas obligés d'être là. Là, on a des gens qui sont obligés d'être là. Donc, vous voyez, le dispositif d'enseignement, il a beau être le plus rose possible, il a toujours quelque chose de contradictoire avec les schémas d'apprentissage. Oui, ou le désir de l'enfant, quoi. Et les besoins de l'enfant, c'est pas tant ses désirs que ses besoins. Dormir, c'est pas un... plus, on le sait maintenant, ouais, c'est dans les gènes, en fait, d'être lève-tard, couche-tard, etc. C'est dans les gènes, en fait. Donc, il choisit pas vraiment. Il y a des gens qui ont faim le matin, il y a des gens qui n'ont pas faim, etc., etc. Bon, ben, ça, tu le choisis pas non plus. T'as pas faim à 11h pour faire chier le prof, tu vois. T'as faim à 11h parce que... Et là, on te dit, mais t'avais qu'à déjeuner ce matin à 8h. Oui, mais ce matin à 8h, t'avais pas faim. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pas juste contre ses envies, c'est vraiment contre ses rythmes chronobiologiques. Tu vois, ça vient s'opposer à des rythmes chronobiologiques. Donc c'est autre chose, quoi. Donc dire l'enfant doit savoir lire à 6 ans, à 8 ans, l'enfant doit savoir ça, sinon il a du retard. Mais c'est du retard sur quoi, sur qui, etc. Et donc tout ça, c'est conforme à la courbe des apprentissages, ce qu'ils appellent, mais en fait qui est la courbe de l'enseignement. Tu sais, il faut pas confondre. Voilà. Une fois que tu arrêtes de confondre ce qu'est un apprentissage et ce qu'est un enseignement, et que tu comprends que non seulement c'est pas les deux revers de la même pièce, mais que souvent c'est contradictoire, c'est pas pour rien que Confucius disait plus le maître enseigne et moins l'élève apprend. Ou que Bouddha était cool quand même. Il disait, si tu trouves ton maître sur ton chemin, tue-le. Bouddha, alors, pourquoi tue-le? Parce que qu'est-ce qu'il fait sur ton chemin? T'as ton chemin, il a le sien. Qu'est-ce qu'il fait sur ton chemin? À part t'obstruer le passage. Voilà. Donc, et c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que si tu veux favoriser les rythmes et les schémas d'apprentissage, tu dois toujours questionner tes dispositifs d'enseignement. C'est aussi bête que ça. Je comprends qu'un enseignant
lui, ça l'arrange que tous les enfants soient à l'heure, parce que quand il commence son cours, il distribue les papiers, tout ça, il veut que tout le monde soit à l'heure. D'un point de vue de l'enseignant, c'est tout à fait normal. Et si on veut survivre dans une classe, etc., eh bien, de façon tout à fait logique, on veut que tout le monde regarde le tableau, que tout le monde reste assis, que personne ne regarde par la fenêtre, que tout le monde soit là à l'heure pour distribuer le papier. C'est pratique, ça, je veux dire, c'est pratique. Voilà. Maintenant, d'un point de vue de l'apprentissage, qui c'est qui a décidé qu'il fallait apprendre telle méthode mathématique à tel âge, à telle heure, 30 ensemble, 30 enfants qui ont pas choisi d'apprendre ça, qui s'intéressent plus ou moins à la matière, qui sont classés par date de fabrication à la naissance, etc. Ça, personne n'a jamais dit que ça pouvait favoriser l'apprentissage. Ça favorise l'enseignement. D'ailleurs, pour finir, un test que moi je fais régulièrement, c'est je dis aux profs de carrière, là, tu sais, qui ont 20 ans de carrière, tout ça, je m'amuse à leur dire, en fait, toi, ton métier, là, vraiment, là où tu as vraiment appris c'est quoi être prof, c'est pendant tes 3 années d'université, c'est ça. Et évidemment, les profs disent, mais non, pas du tout, tu sais, je l'ai appris sur le terrain, avec les enfants, les familles, avec les collègues, en montant des projets, etc. Ah, donc, tu vois, on a quand même un problème là. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que ton métier, tu l'as pas du tout appris assis sur les bancs de la classe, quoi. Mais par contre, toi, t'exiges que l'enfant reste assis à sa place et qu'il lève la main pour aller pisser. Tu vois. Donc, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà. Une fois que tu arrêtes, quand tu as compris que c'est deux logiques différentes, ben, les choses sont assez simples. J'avais lu il y a longtemps que la pensée étant un mouvement, on apprenait mieux si on était en mouvement aussi. Donc le fait d'être assis sans bouger, c'était déjà un problème, mais c'est sans doute pas le seul. Et puis, on voit aussi, je crois que c'est un truc que j'avais lu aussi, et je te laisserai réagir, dans la nature, là où vraiment l'environnement est dangereux et où du coup l'apprentissage, il est vital, quoi. Parce que si on ne sait pas réagir, on ne va pas tenir longtemps. Les animaux, ils apprennent par le jeu, en fait, en jouant et pas en faisant autre chose. Donc le jeu, il est un peu vital et il n'est pas beaucoup utilisé à l'école. C'est peut-être un deuxième aspect. Puis le troisième aspect, c'est aussi, moi j'ai compris qu'on apprenait beaucoup par mimétisme. Enfin, en fait, c'est comme dans la transmission. Un jour, j'avais lu que finalement, on n'apprenait pas tellement ce que les gens disaient, on apprenait un peu ce qu'ils faisaient, ce qui correspond peut-être aux apprentissages naturels, puis on apprenait aussi surtout ce que les gens étaient. D'ailleurs, moi, j'ai l'une de mes filles, elle n'arrivait plus à être à l'école parce qu'elle était tellement parasitée par les émotions des profs qu'elle n'arrivait même plus à comprendre ce qu'ils disaient. Tellement elle ressentait fort leur mal-être, en fait. Et oui, puis les profs sont pas souvent... c'est là, j'ai entendu la ministre en France là qui disait, bon, les profs vont être devant des classes à 21 ans et tout ça. C'est tôt, 21 ans. C'est pas, il y a des gens qui sont très talentueux à 21 ans, c'est pas ça le problème. Mais c'est pas le talent dont on parle là. On parle d'une maturité affective là. Et un des problèmes de ça, c'est que le système sélectionne les bons élèves. Or, les bons élèves, eh ben, ils ont le syndrome des bons élèves, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'est être un mauvais élève. Ils n'ont pas connu la solitude du mauvais élève. Comme il dit Pénac, le gars qui a passé la semaine et toute la fin de semaine, à chaque instant, à chaque minute, à ne pas faire le devoir. Tu vois, cette solitude. Où le prof, t'arrive au tableau, il te pose une question, t'as aucune idée de quoi il parle, mais zéro. Là, tu vois, ces solitudes-là, il faut les avoir vécues pour les comprendre. Et le bon élève, lui, il n'a pas vécu ça, quoi. Donc, le fait de sélectionner, voilà, des profs parmi les meilleurs, c'est pas bon, quoi. À un moment donné, en fait, j'avais suivi un peu des gens qui faisaient du unschooling, ce qui veut dire non seulement les enfants ne vont pas à l'école, mais ils n'ont pas l'école à la maison. Donc c'est-à-dire qu'ils vont apprendre vraiment en fonction de ce qui les intéresse. Il y avait pas mal d'expériences qui avaient été partagées, certaines qui montraient que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des parents agrégés pour pouvoir avoir des enfants qui apprennent à la maison. On peut aller simplement, c'était voir la disponibilité et puis aller chercher avec l'enfant de quoi il aurait besoin pour trouver l'information dont il aurait besoin. Des exemples, des cas qui étaient montrés. On voyait notamment un enfant qui avait appris à lire à 12-13 ans, parce que c'était le moment où ça l'avait intéressé. Puis finalement, 1 an après, il écrivait des pièces de théâtre. Alors, c'est dans Être et devenir, ça. Oui, c'est ça, c'est dans Être et devenir. Voilà, oui, je connais bien Clara. Voilà. Oui, c'était avec là. Oui, moi je l'avais vu en avant-première, puis on avait un petit peu échangé ensemble. Donc voilà, j'ai juste envie de te faire réagir sur tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ces apprentissages qui sont finalement un peu périscolaires, enfin je veux dire qui sont liés aux choses qu'on apprend à l'école, puis après on parlera peut-être plus des apprentissages de ce que tu as vu qui se faisaient sans mots.
Souvent, on me demande la différence qu'il peut y avoir entre l'école à la maison puis le unschooling. Et la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est de dire que l'école à la maison, c'est de déscolariser les enfants. Et le unschooling, c'est déscolariser les parents, en fait. C'est à peu près ça la définition. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à cette distinction entre apprentissage et enseignement. Il y a beaucoup de parents qui vont faire l'école à la maison, mais qui vont faire l'école à la maison. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire le dispositif d'enseignement scolaire dans le cadre du logement. Mais là, tu as un peu le pire des deux mondes. Quand tu fais ça. Mais quand on parle de unschooling, c'est simplement... C'est aussi c'est une idée extrêmement simple et que tout le monde connaît par cœur, en fait. C'est-à-dire, quand tu pars en voyage, tu vois, si par exemple tu venais me voir à Montréal et que je viens te chercher une semaine, mettons, et je viens te chercher à l'aéroport, et que je t'amène à la maison, tu t'assois sur un bureau. Là, j'ai préparé tout un dispositif d'enseignement en te disant, alors le Québec, voilà, c'est ça a été fondé. Là, je te fais des cours. Tu vas faire des projets, tu vas monter des PowerPoint, tu vas lire des livres, tu vas faire des résumés de textes. Tu vas avoir tout un dispositif d'enseignement. Et puis, à la fin, tu vas faire une présentation. Le dernier soir, on va faire une sortie dans les rues, histoire de faire un peu de terrain, quoi, voilà. Et le samedi, je te ramène à l'aéroport en disant, alors, ça t'a plu Montréal? Et là, tu vas regretter amèrement d'avoir acheté un billet d'avion. Voilà. Et ben, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que personne n'apprend comme ça. Et donc, il suffit juste de comprendre que personne n'apprend comme ça. En fait, ce que tu veux quand tu voyages, c'est te balader, rencontrer des gens, et puis te faire inviter. Tu es dans tel pays, tu te fais inviter par, je sais pas, dans un mariage parce qu'il y a tel truc. Tu le retrouves dans des endroits un peu improbables. Tu suis des trucs. Voilà. Et donc, finalement, à la fin, ben, tu reviens. Tu as appris tout un tas de choses que tu n'avais aucune idée que tu les apprendrais. Rien ne correspond à ce que tu avais planifié. Mais le pire des voyages, c'est celui où tu reviens en disant tout s'est passé comme prévu. Voilà. Donc, là, et voilà. Et donc après, ben, ce qui se passe, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui revient de plusieurs semaines, plusieurs mois de voyage à travers le monde, personne n'oserait lui dire, vu que tu n'as été soumis à aucun dispositif d'enseignement, alors tu n'as rien appris. On sait très bien que ça marche pas comme ça. Donc, le unschooling, c'est cette logique-là, mais appliquée dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que on fait du vélo, on se rend compte qu'il faut changer la chambre à air, ben voilà, hop, on va chercher, on regarde les dimensions, on va acheter une chambre à air, on la change, et puis après, bon, ben on va faire la cuisine pour une journée tout à fait banale et quotidienne. Hein. Puis après, bon, ben, on va aller à tel musée parce que ça nous intéresse, etc. Puis le soir, on va faire des jeux de société, puis on va modifier 2-3 règles parce qu'on va trouver rigolo de faire ça comme ça, ben, peu importe. Voilà. Et donc, on aura passé une journée tout simplement à vivre et à apprendre de la vie telle qu'elle se donne à vivre. Alors, la question souvent, c'est de dire oui, mais si on s'intéresse jamais à la Mongolie intérieure, alors du coup, on ne parlera jamais de Mongolie intérieure. Mais en fait, à l'école, il y a tout un tas de sujets dont on ne parle jamais. On pourrait prendre tout un tas de... tout le monde qui nous écoute est sans doute allé à l'école, etc. Mais qui peut me citer un mathématicien arabe? Qui peut me citer un astronome chinois? Presque, on peut se dire, parce que c'est ça, effectivement, je pense t'as raison, on est tous OK sur le fait qu'on apprend aussi comme ça. En fait, c'est ça que je pense te dirait la plupart des parents. Oui, on apprend aussi hors de l'école. Alors, la peur de beaucoup de parents, c'est que l'enfant n'ait pas fait les acquisitions au moment des périodes sensibles. Donc, tu as bien dit les périodes sensibles, finalement, oui, non. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est assez... Sans doute, ça n'existe... Enfin, pas sûr que ça existe, etc. Et puis, en fait, elles sont peut-être différentes pour chacun. Dans la tête du planificateur, en fait. Mais ça n'existe pas dans la tête de l'apprenant, c'est ça. Puis, par ailleurs, ce qu'on peut se dire aussi dans la tête, toi, d'un parent ou d'un enfant, toi, j'ai un fils qui rêve d'être astronaute. En fait, le problème, c'est tout le dispositif qu'il y a autour de l'école après. Par exemple, si tu veux être architecte, astronaute ou je sais pas. En fait, à un moment donné, tu vas pas avoir accès à des métiers si tu n'as pas coché des cases. Alors peut-être que dans un monde complètement différent, on pourrait apprendre des choses. Tu as bien raison. Ouais. Si tu n'as pas fait tes études à 18 ans, c'est mort. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que après 18 ans, tu n'apprends plus, si tu veux.
Donc, tu ne peux plus, impossible que si tu as envie de devenir pâtissier, plombier ou Alors pilote. ça encore, pâtissier plombier, tu peux toujours faire Non, un CAP à n'importe quel âge ou apprendre sur le tas, architecte. mais... Tu sais, regarde, tu sais, moi j'ai passé un doctorat à 45 ans, j'ai 53 ans, je fais une maîtrise en géographie, je vais peut-être faire un doctorat après. C'est écrit où? En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, si tu as besoin d'aller chercher tel niveau de diplomation ou tel niveau de telle formation, etc., eh ben, va la chercher. Pourquoi ce serait interdit d'aller la chercher? Tu vois, c'est écrit à quelle page de la Bible que si tu as envie de devenir... alors bien sûr, si tu veux devenir championne du monde de ski à 40 ans, ça risque d'être un peu court. Mais ou astronaute à 72 ans, c'est sûr que ça risque d'être un peu compliqué. Mais enfin, je veux dire, qui t'interdit à 25 ans, d'un coup, de passer un diplôme de je sais pas quoi et même de devenir chirurgien? C'est quoi le problème? Tu vois, c'est les acquis. Tu vois, l'école fait des ravages, hein, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'elle nous impose une espèce de rythme, tu vois, une espèce de. Mais tu vois, moi j'ai passé tu vois, pour mon expérience française, tu vois, j'ai passé le bac à 18 ans, un peu comme tout le monde. J'ai passé le BAFA à 23 ans. Les gens le passent à 17, tu vois, moi je l'ai passé à 23. J'ai passé le BAFD pour être directeur, tu vois, l'écolo, à 25. À 28, j'ai passé, à l'époque, ça s'appelait un BATEP, en fait, c'est un brevet professionnel d'animateur nature environnement. À 31, j'ai fait un programme court de second cycle en éducation relative à l'environnement. À 37, j'ai fait une maîtrise en éducation. À 43, j'avais un doctorat en éducation. À 53, je commence une maîtrise en géographie. Ma conjointe qui a 31 ans a commencé une formation en infographie la semaine dernière, un programme intense pour faire du design graphique, etc. Tu vois, j'entends, hein, j'entends, mais je comprends pas. Tu vois. J'entends qu'il faut avoir mais pourquoi? Enfin, tu vois, c'est écrit. Mais donc là, tu rentres dans un dispositif d'apprentissage quand tu fais une maîtrise ou un doctorat. Alors, il y a comme un... Ouais, alors là, excusez-moi, effectivement, j'ai pas traduit. C'est-à-dire que dans les pays... Non, mais dans les pays normaux. Non, je sais qu'en France, il y a ce côté, t'es étudiant, ou t'es travailleur, ou t'es chômeur, ou. Au Québec, tu peux très bien être travailleur, chômeur et étudiant en même temps. À l'université, je parle, etc. Il y a personne t'embête avec ça. Et ça, c'est dans la plupart des pays. En France, c'est vrai que ils ont un peu. Non, ce que je veux dire, c'est que là, pendant que tu suis des cours, en fait, hors de ça, hein, tu peux le faire en travaillant. Ce que je veux dire, c'est que là, pour avoir une maîtrise ou un doctorat, ou à un moment donné, tu vas suivre des cours en étant sur les bancs d'un établissement avec un prof qui raconte un truc que tu ingurgites. Ah ben oui, mais comment là, moi c'est un choix d'adulte. C'est juste que tu l'as choisi, donc c'est ça que tu dis. Comme on l'a choisi, c'est une autre histoire parce qu'il y a. Puis j'ai pas forcément choisi ce prof-là, j'ai pas forcément choisi ce cours-là, etc., etc. Mais enfin après, moi je m'arrange, tu vois, avec ça. Voilà. Tu sais, quand tu disais oui, mais si tu veux être architecte, tu sais, il va falloir. Ben oui, voilà, c'est ce que je veux. Je veux être géographe, je le fais. Après, il y a effectivement des choses avec lesquelles je suis d'accord, pas d'accord, etc. Puis je leur explique. Après-demain, j'ai une présentation d'ailleurs en classe avec. Et là, je dis au prof, je vais pas faire la consigne que vous avez donnée parce que ça correspond pas, je pense, au type de recherche que je veux faire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas. En fait, moi, j'adore apprendre. J'adore et je déteste être forcé de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire que moi, tout m'intéresse, je suis très curieux. Et si à un moment donné, il faut aller chercher telle expertise, je vais aller la chercher. Puis, si je me rends compte que la personne que je suis allé chercher pour telle ou telle expertise est vraiment quelqu'un de compétent, qui sait de quoi il parle, et qu'effectivement, moi, j'ai tout à apprendre, je vais me mettre dans un coin et je vais apprendre. Donc, j'ai fait ça quand j'ai
j'ai tous mes papiers de capitaine de bateau, là, de marin, etc. Moi, je débarquais là, j'avais jamais navigué, je me retrouvais avec quelqu'un qui avait 2 fois le tour du monde. Tu vois, je regarde, je fais pas le malin, hein, je prends ma petite place, j'apprends, j'écoute, j'observe, etc. Tu vois. Donc, si tu veux, non, l'idée, c'est pas de. Mais encore une fois, je fais ça, j'étais adulte. Donc, ce que je veux dire, j'ai fait ça avec les enfants. Donc, non, je suis pas contre l'apprentissage. Tu vois, c'est pas ça du tout. Simplement, le unschooling, pour revenir à ça, permet de faire des apprentissages au moment où ils ont un sens, au moment où tu en as envie, au moment où tu en as besoin, au moment où, voilà, et au moment où ça a de l'intérêt pour toi. Et puis, ça permet de développer des expertises immenses. En fait, moi, tous les enfants que j'ai vus en unschooling, quand on fait des sorties dans des musées, pour peu qu'il y ait un enfant dont le thème du musée soit un de ses centres d'intérêt, la plupart du temps, il en sait plus que le guide. Parce qu'il a eu du temps pour explorer. Et oui, parce qu'à l'école, en fait, ou même quand on a un format scolaire, même si c'est à la maison, si vous voulez, on se retrouve dans... Mettons que tu te retrouves dans un cours d'histoire à l'école, et puis là, tu as le prof génial qui fait le cours de sa vie sur le sujet qui t'intéresse le plus au monde, tu vois. Ben là, tu te dis, waouh, c'est génial. Mais ça, c'est 50 minutes, parce que il va falloir s'intéresser pendant 50 minutes à encore autre chose, et dans 50 minutes encore autre chose, et dans 50 minutes encore autre chose. Tu vois. Donc ça veut dire que même si d'un coup le truc est passionnant, que tu serais resté la journée à l'écouter, ben en fait c'est programmé autrement. Alors que dans le unschooling, si d'un coup tu te retrouves passionné par un sujet, ben tu vas pouvoir déployer ça, je veux dire, c'est pendant 3 mois si tu as envie. Tu vois, tu vas devenir un expert de ce sujet-là. Donc, à partir de là, ben, du coup, ça crée de la compétence. La compétence, elle est reconnue. Moi, mon fils, mon plus grand, pendant très, très longtemps, tu sais, il jouait sur 3 cartes de bibliothèque, il allait chercher 50 livres par semaine, etc. Et les gens de la bibliothèque, évidemment, le connaissaient, quoi. Et donc, c'est déjà arrivé quand il avait 8-10 ans, qu'une maman demande à la bibliothécaire, je cherche une BD pour mon fils qui serait là, et que la bibliothécaire dise, ben regardez, le spécialiste de la BD ici, c'est le petit garçon, là. Allez le voir, il les connaît toutes, quoi. Et, tu vois, et il avait 10 ans, quoi. Et du coup, on faisait de la radio, il présentait la BD de la semaine, radio publique de Montréal, etc. Donc, et parce qu'il avait et il a encore cette compétence-là au niveau des livres, au niveau de... Donc, voilà, c'est parce qu'il avait tout son temps pour pouvoir s'adonner à ces choses-là, quoi. Voilà, donc c'est ça que permet le unschooling. L'autre chose que ça permet, et ça c'est au bénéfice de toute la société, et ça serait très important de ne pas l'oublier, c'est que nos villes n'ont plus d'enfants en fait dans les rues. Tu vois, ils sont toujours dans des endroits prévus, la garderie, le camp de vacances, l'école, etc., etc. Mais ils sont toujours dans des endroits à leur effet, mais ils sont plus dans la rue quand on se balade. Dans des pays en Asie, en Afrique, etc., où il y a des enfants encore un peu plus partout dans la rue, etc., ça donne des regards, en fait. Et donc, on ne se comporte pas pareil quand il y a des enfants qui nous regardent. Ça apporte... et des fois, il y a des gens qui font des métiers un peu pas très valorisés, mais dans le regard de l'enfant, c'est ça le conducteur de camion poubelle, etc. C'est des super-héros. Ou simplement 2 adultes qui se disputent, ou je sais pas, qui sont prêts à se battre pour une histoire de voiture ou je sais pas quoi. Du coup, il y a un enfant de 4 ans qui les regarde.
c'est plus, tu vois, c'est que le regard de l'enfant ferait partie de la vie si on les enfermait pas dans des endroits spécialisés. Donc tout le monde y gagnerait en fait là-dedans. Et voilà. Et puis on apprend de la vie telle qu'elle se donne à vivre, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi une question dont on avait parlé un petit peu ensemble, qui était que tu es prof d'aïkido, tu nous l'as dit tout à l'heure, et tu fais pas de classe par niveau. Et malgré tout, les gens progressent. Alors, je veux bien qu'on parle un petit peu de ça. Ah ben, en fait, là, il y a une dialectique qui est immense parce qu'elle est à la fois philosophique, spirituelle, technique, etc., entre le modèle et la voie. Encore une fois, si tu es... par exemple, tu peux considérer, si je reste sur l'aïkido, que l'aïkido, bon, c'est une discipline martiale, qu'il existe 747 techniques, qu'on peut classer en 4 catégories, que dans le premier grade, il faut apprendre les 8 premières techniques de ce format-là, etc. Voilà. Et donc là, l'enseignement, pour lui, tout est clair. L'enseignant, il est rassuré. Tout est balisé, le chemin, il est connu, tout va bien. Donc ça, c'est une dialectique. Avec une autre façon de voir les choses, de dire que l'aïkido, c'est un art martial. Et que dire qu'il existe 750 techniques en aïkido, ce serait comme dire qu'il existe 750 chansons au piano. Donc, ça n'a aucun sens. Et de dire que il faut d'abord apprendre ça, puis après apprendre ça, puis après apprendre ça, etc., c'est ne pas comprendre la globalité. En fait, dans l'esprit occidental, scientiste, positiviste, etc., on apprend par accumulation, d'accord ? C'est-à-dire que on va dire au premier niveau il y a ça, au deuxième niveau il y a ça, et donc celui qui est au 5e niveau en sait plus que celui qui est au 3e niveau. Ça, si je dis ça, ça paraît clair à tout le monde. Dans l'esprit oriental, japonais, on appelle ça le misogi, c'est du nettoyage en fait, ce qu'on fait. C'est-à-dire que le truc est là, on l'a en nous, mais on est parasité par tout un tas de choses qui nous empêchent de le faire comme il faut. Alors, on va le répéter jusqu'à nettoyer nos pratiques, nos gestes, nos esprits, etc., et faire les choses le plus simple. Je prends un exemple que tout le monde peut comprendre aussi. Si tu n'as jamais fait de poterie, d'accord, tu vas aller essayer, tu vas prendre 30 minutes à faire un truc moyennement réussi, d'accord, parce que tu n'en as jamais fait. Bon, un potier de métier, il va prendre sa motte de terre et en quelques secondes, peut-être une minute, il va faire quelque chose qui est beau. Donc, tout le travail qu'un débutant a à accomplir vis-à-vis de ce potier de métier, c'est de comprendre c'est quoi les 29 minutes qu'il a passé à faire des trucs qu'il fallait pas. Tu vois, et donc, c'est d'arriver de 30 minutes à 1 minute. Et donc, c'est de nettoyer tout ce qui a parasité, tous les gestes inutiles, tous les forts centraux, les machins, etc., pour arriver à 7 minutes simple et juste. Donc, l'apprentissage ne se fait pas par accumulation, elle se fait par nettoyage. L'apprentissage se fait par nettoyage. Et après, on réfléchit la vie autrement. Par exemple, si on parle d'un architecte, c'est quoi le métier d'un architecte? La plupart des gens vont te répondre, parce qu'on parlait tout à l'heure de devenir architecte, eh ben, dire on va faire des plans, des murs, des machins, bon, tu sais, les matériaux, les portances, tu sais, on va parler de tout ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que finalement, le métier de l'architecte, c'est de créer des espaces, en fait. C'est de créer des espaces pour la circulation des personnes, de la chaleur, de la lumière, et que finalement, les murs, c'est bien gentil, mais il les faut, sinon il n'y a pas de maison. Donc, on peut s'intéresser aux murs, mais le but d'un travail d'architecte, c'est de créer des espaces dans lesquels on vit, pas de créer des murs. Voilà. Et donc, on voit les choses différemment. Donc, quand on réfléchit la transmission en termes de plein, on se concentre sur le solide, le visible, le mur, le matériel, la volonté, etc. Quand on réfléchit la maison en termes d'espace, on va se concentrer sur autre chose. Et pareil, donc, pour l'apprentissage de l'aïkido. Voilà, on n'est pas à savoir s'il faut mettre un mur de plus. On réfléchit de comment on peut passer d'un espace à un autre, en fait. Voilà. Et bon, ça a l'air un peu philosophico-spirituel, hein, comme façon, mais ça change tout, en fait, hein, dans la façon de voir les choses. C'est vraiment
c'est vraiment très différent, en fait, la perspective par rapport à tout ça. Et donc, c'est pareil pour l'éducation des enfants, pour revenir Mais ce qui veut dire qu'en Aïkido, juste pour rendre ça concret, ça veut dire que tu vas faire avec les personnes et donc tu vas donner à chacun des éléments individualisés, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Je montre un geste. Les gestes peuvent être très simples en Aikido. C'est je lever un bras et faire tomber quelqu'un, d'accord? Bon, ben ce geste-là, pour arriver à ce niveau de simplicité-là, ça va te prendre 15 ans. Pour faire aussi simple que ça. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire aussi simple que ça? Tout simplement parce que derrière, tu vas avoir une idée de c'est quoi un art martial, une idée de la force qu'il faut mettre, une idée que c'est ta volonté qui va créer le truc, une idée que si tu vas pas avec tes muscles, ça marchera pas, une idée que l'autre, il est grand, donc il te fait un peu peur, etc. Donc finalement, l'idée d'avoir toutes ces peurs, ces schémas mentaux, etc., va parasiter le truc de faire simple et juste. Et donc tout le travail, ça va être de dire, regarde, là ça va, mais vas-y, fais-en moins. Respire, détends-toi, essaye de le faire sans forcer, etc. Et donc, on va arriver à des choses très efficaces. En Aikido, on peut tuer des gens, hein, les gestes sont faits pour ça. Hein. Mais on va arriver à des choses très efficaces en faisant le plus simple et le plus juste possible, mais pas en rajoutant. Voilà. Moi, quand je vois un de mes élèves qui arrive à faire quelque chose de bien, j'ai très bien, ça c'est parfait. Maintenant, essaye d'en faire moins. Tu vois, voilà, essaye toujours d'en faire moins. Et si vous lisez Lao Tzu, si vous lisez toute la pensée chinoise, à chaque fois, on parle d'en faire moins, quoi. Voilà. Et dans le unschooling et dans l'éducation, pour revenir aux enfants de façon plus simple, un enfant va faire un dessin, par exemple. Moi, j'avais mon grand, là, il faisait des dessins un peu broche à foin, là, comme on dit au Québec. C'était pas très réussi, c'était pas machin, mais il était super fier de ce qu'il faisait à chaque fois. Truc tout tordu, tout ça, mais il était super content. J'ai toujours dit, ben oui, c'est super, c'est génial. Je ne cherche pas à remplir, je ne cherche pas à rajouter. Je dis, ah, c'est génial. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il a gardé le goût de dessiner, en fait. Et donc, au fur et à mesure, comme il a gardé le goût, ben, il a continué, et en continuant, mais il est devenu meilleur. Aujourd'hui, il fait des super beaux dessins. Ça a pris du temps, ça machin, mais c'est pas grave. Voilà. On a gardé simplement. Maintenant, il a simplifié par lui-même, en fait, ses affaires. Ça s'est raffiné, en fait. C'est la logique du raffinement. C'est aussi bête que ça. C'est que plus tu le fais, et plus c'est facile à faire, en fait. Et plus tu le fais, et mieux tu le fais. C'est vrai pour les recettes de cuisine, c'est vrai pour tout. En fait. Et donc, il n'y a pas d'affaire de niveau parce que finalement, le raffinement, chacun va le faire à sa manière. Et donc, il n'y a pas spécialement de manière de simplifier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau. C'est comme ça que tu dirais. Il n'y a pas de niveau parce que on rentre dans des trucs un peu plus spirituels, mais il n'y a pas de niveau parce que c'est une voie, en fait. Et que c'est pas un escalier, quoi. Voilà, c'est un chemin. C'est pas un escalier. Voilà, c'est ça le truc. Le fait de comment dire, c'est rassurant l'escalier, mais ça rassure l'éducateur, ça rassure l'évaluateur. Là, bon, prenons par exemple quelqu'un, je sais pas si dans votre famille il y a des gens qui font de la musique, du piano, de la guitare ou de n'importe quel art, d'accord? Bon. Bon, la personne se met au piano, elle a commencé, elle avait 6 ans, machin. Bon. Puis finalement, à un moment donné, ça l'intéressait moins. Et du coup, elle a joué moins. Puis finalement, elle s'y remet. Puis d'un coup, il y a longtemps une musique, elle s'est dit, ah oui, celle-là, je veux absolument la faire, etc. Puis j'aimerais la faire pour tel événement, telle date, ou je sais pas quoi. Donc là, elle va travailler très fort. Après ça, elle va plus y toucher pendant 6 mois. Tu vois, la courbe des apprentissages droite, linéaire, tu sais, telle qu'on la voit dans les apprentissages scolaires, ça n'existe pas, ça, en fait. Oui, c'est pas la vraie vie. Ouais. Voilà, Par contre, effectivement, tu es un parent un peu inquiet, tu inscris ton enfant à l'école, et là, on te dit, voilà, regardez, la courbe des apprentissages, à tel âge, il va savoir ça. C'est génial. Ça, c'est hyper rassurant, tu vois, pour un parent, c'est hyper rassurant. Mais si le parent réfléchit 5 minutes à la façon dont lui apprend, il va voir que ça n'existe pas, ça, en fait. Et donc,
En Aïkido, c'est la même chose. Moi, j'ai des gens qui viennent une fois par semaine, j'ai des gens qui viennent 3 fois par semaine, j'ai des gens qui avaient travaillé dans la construction, qui savent utiliser leur corps, parce que sinon ils auraient le dos cassé depuis longtemps. Il y a des gens qui ont fait de la danse et qui savent utiliser leur corps. Il y a des gens que tu leur dis avance le pied droit, ils avancent la main gauche, tu vois, donc ils partent de plus loin, etc. Mais c'est pas grave, voilà, il y a des gens qui sont très nerveux, il y a des gens qui sont très inquiets, il y a des gens qui sont très solides, des gens très fragiles, il y a des gens qui mettent beaucoup de volonté, il y a des gens qui sont tout mous. J'ai un jeune qui a 17 ans, ça fait 3 ans qu'il est là, qui est limite autiste et qui du coup lui intellectualise pas, ce qui lui donne un très gros avantage au niveau de l'aïkido. En plus, un ado, il est tout mou, donc il est parfait. Et donc voilà, et donc tu vois, ma fierté au bout de 20 ans d'enseignement, c'est que parmi des gens qui n'ont fait de l'aïkido qu'avec moi, en fait, hein, qui a appris avec moi et qui continue avec moi, aucun de mes élèves n'a le même aïkido. Ils ont tous des aïkidos différents. Et ça, tu vois, ça, c'est pas possible quand tu fais des apprentissages par palier, avec des choses formatées, etc. C'est juste pas possible. Ça peut pas arriver. Alors, si on va encore un tout petit peu plus loin, donc tu nous disais, quand tu regardes l'apprentissage que font des Touaregs ou que tu as observé dans certaines sociétés, l'apprentissage, il se fait sans mots. Ouais. Il n'y a surtout pas de mots. Oui. Eh bien oui, parce que ça sert à rien, en fait. Tu vois, dans la langue. C'est du mimétisme, en fait. C'est du mimétisme. Ou c'est encore autre chose? Il y a plusieurs trucs. J'ai écrit un livre il y a plus de 20 ans sur ce sujet-là. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de parler la langue vernaculaire, il y a le fait d'avoir des moments tout seul, d'avoir des moments en groupe, d'avoir des moments où tu imites, etc. Donc, mais en fait, ça repose sur la certitude qu'il ne peut pas. En fait, que ça ne sert à rien que je te donne l'information. L'information, au pire, quand tu l'auras fait plusieurs fois, ben là, si tu as une question précise, ça peut aider parce que c'est toi qui as la question. Mais que moi, je te donne une information, en fait, ne sert à rien, en fait. Apprends-le par toi-même. Et dans la langue Inuktitut, la langue des Inuits, il n'y a pas de futur. Tu peux pas mettre de verbe au futur. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as la présence de la mort est tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas qu'est-ce qu'on va faire demain, parce que demain, c'est pas sûr qu'on soit encore là. Donc, voilà, parce que c'est des climats très, très, très difficiles, quoi. Et donc là, l'apprentissage, là, tu vois, il doit être authentique, il doit être vrai, il doit être profond, il doit être inscrit, il doit être... Alors, on te laisse ta chance, hein, t'es pas obligé d'être un bon chasseur tout de suite, tu sais, dans les sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais t'es pas obligé d'être un bon chasseur tout de suite, etc. Mais si t'es pas un bon chasseur au bout d'un moment, on va se moquer de toi, on va te chambrer un peu, etc. Parce que il va falloir que tu le deviennes, un bon chasseur. Parce que la survie, ouais, elle est, parce que dans les sociétés traditionnelles, aujourd'hui, c'est moi qui ramène un phoque qu'on va partager. Mais demain, il faudrait que ce soit, peut-être que moi, j'en aurais pas. Et donc, c'est toi qui vas ramener le phoque qu'on va partager. Si toi, tu ramènes jamais rien, au bout d'un moment, tu mets le collectif en danger, quoi, tu vois, etc. Donc dans toutes ces sociétés-là, on va répéter des gestes, on va inscrire des gestes, on va faire. Et ça sert à rien parce que de commenter, en fait. Voilà, ça sert à rien de commenter. Fais-le. C'est le corps qui va apprendre. Donc, dans les sociétés japonaises, il y a quelqu'un qui racontait que il a été dans un restaurant de sushi pendant 5 ans. Il y avait le maître du restaurant, il présentait les sushis qu'il avait fait. L'autre, pendant 5 ans, il a mis tout ce qu'il lui a amené, il le mettait à la poubelle. Mais il n'a jamais expliqué comment faire. Hein. C'est fais-le, refais-le. Parce qu'en fait, on ne peut pas gagner de temps. Voilà. On ne peut pas griller, on ne peut pas dépasser ce par quoi on n'est pas passé. Voilà. Donc. Ouais, ça c'est intéressant aussi à se dire. Ouais, à concevoir. Donc, tu vois, et là, tu vois, le dernier peut-être exemple, mais quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo en France, etc., d'accord, ou quand il y a eu les événements récents, et tout ce qui est lié à la liberté d'expression, en fait, d'accord, il aurait sans doute été... alors, en fait, en tout cas, le gouvernement, l'éducation nationale a dit on va faire des trucs sur la liberté d'expression parce que c'est important, etc. Bon. Est-ce qu'ils ont permis la liberté d'expression en disant, bon, dans toutes les écoles de France, on va créer des Charlie Hebdo
Ou on va pouvoir dessiner des profs à poil avec je sais pas quoi, et on va pouvoir se moquer, on va pouvoir être irrévérencieux, on va pouvoir être grossier, on va pouvoir là. Et une fois qu'on aura le journal en main de l'école, tu vois, on va se demander qu'est-ce qui est de bon goût, qu'est-ce qui est pas de bon goût, oui, j'ai le droit de le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de fraternité qui fait que peut-être j'aurais dû ne pas le faire, tu vois, on aurait pu avoir tous ces débats-là. Et là, on aurait été plongé dans la complexité de la liberté d'expression. Mais en fait, non, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un cours magistral sur la liberté d'expression. Donc, en fait, il y avait des enfants qui étaient sommés d'être là à l'heure pour écouter un prof leur parler de la liberté d'expression. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait un débat, un atelier ou je ne sais pas quoi, mais enfin, globalement, ils n'ont pas exprimé leur liberté. Ils n'ont pas leur créativité dans la liberté d'expression. Ils n'ont pas expérimenté la limite. Tu as deux choses différentes. Tu en as un où on va penser que le fait d'enseigner est le Graal. L'autre, on va te dire, non, c'est de le vivre qui va faire que tu l'apprends. Les profs, ils font ce qu'ils peuvent. Ils avaient 1 heure pour faire un truc sur la liberté d'expression. Ils ont fait un débat. Bon, parfait, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas contre les profs. C'est pas ça le problème. C'est simplement que la vraie liberté d'expression, c'est pas ça, quoi. Et si tu veux l'apprendre, t'as pas besoin d'en parler. Fais-le. Si on en vient justement aux apprentissages et à la liberté, moi j'ai compris en t'écoutant que l'apprentissage se fait d'autant mieux qu'il y a des émotions, et donc des émotions positives comme la joie, et donc le goût, le désir ou le besoin d'apprendre. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui relie l'apprentissage et la liberté ? Oui, la liberté d'apprendre. C'est pas un jeu de mots, hein. C'est-à-dire que Pénac, qui est quelqu'un d'intelligent, tu vois, avait écrit la charte du lecteur, tu sais. Il y a ça dans les bibliothèques, dans les écoles et tout ça. Et donc, le premier, c'est les 10 droits du lecteur. Et donc, le premier droit, c'est le droit de ne pas lire. Et tu vois, et ça change tout, en fait. Que le premier droit soit le droit de ne pas lire, ça change tout ce qu'il va dire après. Le droit de ne pas finir un livre, le droit de lire 10 heures par jour. Et donc, c'est en étant libre qu'on expérimente et qu'on apprend la liberté. Et pas ni en parlant de la liberté, c'est pas ça. C'est que tu apprends ce que tu vis, en fait, ce que tu expérimentes. Et donc, oui, la liberté d'apprentissage, c'est lié, en fait, à une exploration de la liberté, en fait, du sentiment de liberté. Est-ce que, avant d'affiler voir l'éclipse, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais dire avant qu'on se quitte ? J'ai quelques livres, j'ai une formation en ligne aussi qui s'appelle Les Pirates de l'éducation. On pourrait mettre les liens. Ouais, je mettrai tout ça dans la description. Parce que justement, l'idée, c'est pas de donner des recettes, de dire voilà, faites comme ça, telle heure, etc. Mais c'est d'adopter une philosophie éducative qui permette d'être libéré de tout ça, quoi. En fait, voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire faites comme ça. L'idée, c'est de dire regardez. Ça, on a toujours pris ça pour des évidences, mais finalement, ça l'est pas, quoi. On peut avoir ce détachement, simplement, cette liberté de penser, de dire, regardez, c'est pas trop compliqué, en fait. Ce que je pourrais dire là-dedans, c'est que ça demande de répondre en soi-même à un certain nombre de questions. Donc, les livres, les formations, les machines que je propose, s'articule autour des questions. Et après, les réponses, on fera bien comme nous voulons. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus sur Thierry Bardot, si vous voulez lire ses livres, suivre ses formations, connaître les Pirates de l'éducation, vous trouverez comme d'habitude toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.